Bonjour à tous, vous regardez le JT de Sciences Po X, nous sommes le lundi 4 décembre 2017. Voici les titres que nous traiterons dans cette troisième édition. Il ferait de nombreux ravages sur la santé publique. Le Roundup demeure être l'herbicide le plus connu du fait de la polémique sur le produit qu'il contient. Le glyphosate serait en effet responsable de cancers et de maladies graves. À la surprise générale, la licence d'utilisation a été réitérée pour 5 ans par la Commission européenne le lundi 27 novembre. 1,9 million de doses de vaccins et quelques 25 000 tonnes de blé, ce sont les apports d'organisations humanitaires au Yémen qui ont eu lieu cette semaine et la semaine dernière. Cela a été rendu possible grâce à l'assouplissement du blocus saoudien sur le pays où 7 millions de personnes se trouvent actuellement au bord de la famine. Il s'agit de la plus grande communauté apatride au monde. 600 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh depuis qu'ils sont persécutés et massacrés par les autorités birmanes. Les Nations Unies évoquent un nettoyage ethnique. Mais devant l'immobilité de l'opinion internationale, certains ont décidé d'agir sur le terrain. C'est le cas de la Love Army. Nouveau tir de missile de la part de Pyongyang ce mardi 28 novembre. Une étape de plus dans l'exacerbation des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rassemblé en urgence 24 heures plus tard pour tenter de donner une réponse à cette surenchère de tensions qui n'en finit plus. Donc on commence tout d'abord avec le glyphosate et cette affaire d'écologie. Alors Théo Ducrot, simple liberté de vote ou pression lobbyiste, le glyphosate fait encore parler de lui. Tout à fait, Jules. Le glyphosate, un produit qui fait grand bruit et sujet à de nombreuses polémiques dans le débat en France depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Le glyphosate est un herbicide autrefois produit par l'entreprise Monsanto et qu'il est aujourd'hui par plusieurs sociétés, et ce depuis 2000, date à laquelle le brevet est passé dans le domaine public. Le glyphosate est un herbicide controversé à la fois pour ses impacts nocifs, présumés à la fois sur l'environnement, mais également sur la santé humaine. Il est classé depuis 2015 par le Centre international de la recherche sur le cancer comme étant probablement cancérigène. Plusieurs études ont par la suite démontré que même à très faible dose, il comportait des risques potentiels sur certains organes vitaux du corps humain tels que le foie ou les reins, mais également sur le système hormonal. Le 27 novembre, ce lundi dernier, se réunissaient à Bruxelles les représentants des 28 pays membres de l'Union européenne pour décider du renouvellement ou non de la licence du glyphosate qui expirait le 15 décembre prochain. Les pays de l'UE se sont en majorité prononcés pour le renouvellement de la licence de cet herbicide pour une durée de 5 années supplémentaires. Ce sont 18 pays qui se sont prononcés pour le renouvellement de cette licence, tandis que 9 s'y sont opposés et un État s'est abstenu. Le président Emmanuel Macron, qui s'était prononcé contre le prolongement de l'autorisation du produit, a assuré le même jour que la France interdirait l'utilisation du glyphosate dès que les alternatives auront été trouvées et dans 3 ans au plus tard. Mais alors Théo, comment les craintes sur les risques sanitaires du produit ont-elles été suscitées ? Eh bien, il a été démontré à de multiples reprises que le glyphosate utilisé dans l'agriculture est en fait absorbé par les organismes vivants, parmi lesquels figurent les organismes humains. En résumé, on retrouve des traces de glyphosate dans les organismes des individus, mais également dans les aliments qu'ils consomment tous les jours, ainsi que dans des produits divers du quotidien, tels que les tampons par exemple. Mais le risque de cancer de ce produit est-il élevé ? Eh bien, à regarder l'ensemble des études disponibles, il est difficile de savoir si le glyphosate est cancérigène ou non. Mais l'une des seules grandes études totalement indépendantes de Monsanto, celle du CIRT que j'évoquais tout à l'heure, l'a pourtant classé comme cancérigène probable. Par probable, le CIRC n'entend pas qu'être exposé au glyphosate entraîne de façon certaine le cancer, mais qu'il existe des indices qui font penser qu'il puisse être à l'origine d'une augmentation des risques de la maladie. Mais alors dans ce cas, quelles pourraient être les alternatives au glyphosate ? Alors c'est là, Jules, que cela devient encore plus compliqué, car si effectivement le chef de l'État Emmanuel Macron tient ses promesses et finit par interdire le glyphosate en France, les agriculteurs auront le choix entre des herbicides de synthèse encore plus nocifs ou des désherbants plus naturels mais trop peu efficaces. À l'international maintenant, comment est-on arrivé à une situation de crise humanitaire au Yémen ? Comment le Yémen est-il devenu le théâtre d'une guerre froide locale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ? Sébastien revient sur ce sujet. En effet, la directrice d'Actid au Yémen parle de la crise humanitaire comme étant la pire crise humanitaire de la planète. Le Yémen connaît depuis 3 ans une guerre civile qui a fait plus de 10 000 morts. Elle est basée sur des rivalités irano-saoudiennes et oppose Al-Qaïda, le gouvernement yéménite et les rebelles yéménites Houthis qui sont les 3 forces présentes au Yémen. Mais alors pourquoi cette crise humanitaire a-t-elle lieu ? Les rebelles yéménites possèdent de nombreuses villes dans le pays, notamment à l'ouest telles que Sanaa. Ils ont envoyé un missile balistique sur Riyad, qui est la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Celui-ci a été explosé en plein vol, mais les conséquences diplomatiques sont graves. L'Arabie Saoudite a mis en place un blocus avec l'Oman et l'Irak contre la partie ouest du Yémen, où sont présents les rebelles yéménites Houthis. Ainsi, cette partie du pays est privée d'approvisionnement en eau, en aliments, en médicaments, etc. En sachant que le Yémen dépend à 90% des importations maritimes pour son approvisionnement alimentaire. Mais alors, Sébastien, quels sont les risques sanitaires que connaît le Yémen ?
Eh bien, de nombreuses épidémies, telles que le choléra, font rage. Plus de 7 millions de personnes sont au bord de la famine, selon l'ONU. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, 2,5 millions d'habitants sont privés d'accès à l'eau potable. Et enfin, la directrice d'Actid pour le Yémen explique que si le blocus se poursuit, l'accès limité à l'eau potable conduira à la propagation du choléra. D'ici à 10 jours, l'eau pourrait venir à manquer, ayant pour conséquence une augmentation dramatique du nombre de maladies liées à l'eau et à des cas de choléra. La Love Army. Le but de cette association est d'alerter la population mondiale sur les conditions de vie du plus grand campement de réfugiés au monde. Famine, épidémie, eau contaminée, les enjeux sont nombreux. Pour nous les évoquer, Jeanne Hutin va nous parler du développement du cinquième pouvoir. Tout d'abord, revenons sur qui sont les Rohingyas et quelle est leur situation actuelle. Les Rohingyas sont une minorité musulmane sunnite de la Birmanie, un pays comptant entre 80 et 90% d'hindous. Ils ont un statut d'apatride depuis la loi de 1982 qui ne les reconnaît pas comme une des 135 ethnies qui sont reconnues en Birmanie. La conséquence de cette loi est une ségrégation communautaire dans les régions où cohabitent bouddhistes et Rohingyas, mais aussi de nombreuses restrictions des droits des Rohingyas. Ce n'est qu'après le nettoyage ethnique organisé par la dictature militaire fin août que les médias traditionnels ont donné l'alerte sur la situation humanitaire aggravée en Birmanie. En effet, plus de 600 000 Rohingyas sont venus se réfugier au Bangladesh. C'est donc une crise humanitaire d'une ampleur inédite qui se déroule au Bangladesh. C'est pourquoi la Love Army cherche à leur venir en aide. Alors en quoi consiste le plan d'action de la Love Army ? La Love Army a été lancée par des youtubeurs. Ces youtubeurs souvent critiqués sur les plateaux télévision, mais aussi dans la société, catégorisés comme des fainéants qui travaillent peu en gagnant beaucoup d'argent. Pourtant, ce sont eux qui se sont mobilisés pour venir en aide aux Rohingyas. C'est Jérôme Jarre, un youtubeur français, qui a lancé la Love Army for Rohingyas. Jérôme Jarre n'en est pas à sa première fois. Il a déjà récolté 2,7 millions de dollars pour aider la Somalie à lutter contre la famine au cours des dernières années, mais aussi aux Philippines après le tremblement de terre. Ici, c'est aux côtés du comédien Omar Sy, mais aussi des youtubeurs français tels que Seb Lafrite, Mister V, Le Grand JD ou encore John Rachid, que Jérôme Jarre a lancé la Love Army for Rohingyas depuis le plus grand camp de réfugiés au monde, le Cox's Bazar au Bangladesh. Dans une vidéo, Omar Sy, entouré des membres de la Love Army, déclare qu'après avoir cherché en vain des fonds via des entreprises, mais aussi des grands groupes, ils ont décidé de lancer une cagnotte en ligne, un GoFundMe, pour travailler d'humain à humain. On peut voir ici la force de ce cinquième pouvoir de Internet qui, via Twitter, a relayé cette initiative. En effet, de grandes personnalités et de grands groupes industriels ont pu, via le hashtag Love Army, relayer cette initiative et cette cagnotte. Lancée fin novembre, cette cagnotte a récolté plus d'1 million de dollars en seulement 24 heures. Et aujourd'hui, elle en est à 1,7 million de dollars. Certaines personnalités ou inconnus font des dons de plusieurs milliers de dollars, mais nous avons aussi des dons plus faibles de 5 à 10 dollars. Chacun fait à la hauteur de ses moyens. Il faut se rappeler que chaque don est utile pour venir en aide aux réfugiés Rohingyas qui vivent dans des conditions déplorables dans ce camp de réfugiés au Bangladesh. Autre titre à l'international, le nouveau tir de la Corée du Nord mardi dernier, mardi 28 novembre. Alors quelles sont les conséquences de ce nouveau tir ? Faut-il s'inquiéter davantage ? Une sortie de crise est-elle envisageable ? Baptiste nous exposera les tenants et les aboutissants. Oui, tout d'abord, il est à rappeler que cette opposition est apparue comme un véritable fil rouge de la politique internationale qui nous tient en haleine depuis maintenant plusieurs mois. Cette opposition se caractérise par des approches de sous-marins d'un côté et des lancements de missiles dans l'océan de l'autre, mais également par des insultes sur Twitter entre le président Trump et le dictateur nord-coréen, le qualifiant de petit gros. Cependant, derrière ces provocations se cachent de nombreux fils diplomatiques qui pondèrent la possibilité d'une guerre entre les deux pays. En effet, le premier point diplomatique qui est à détricoter, c'est bien évidemment la place de la Chine. Elle occupe l'une des positions les plus délicates dans ce conflit, car oui, la Chine soutient la Corée du Nord depuis le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle de 1961. De plus, la Chine et la Corée du Nord ont de nombreux intérêts partagés. D'une part, la Chine a besoin du régime de Kim Jong-un. Une réunion des deux Corées serait en effet un désastre pour la puissance hégémonique de la Chine. D'ailleurs, en 2009, les échanges entre la Chine et la Corée du Nord s'élevaient à 680 767 millions de dollars. D'autre part, le régime nord-coréen a besoin de la Chine pour exister économiquement. La division de la Corée est un avantage pour l'État chinois qui n'a rien à gagner en cas de guerre qui engagerait la Corée du Nord. De plus, depuis 1961, la Chine doit aux Coréens un appui militaire en cas de conflit
engageant Kim Jong-un et son régime. Ce serait également un désastre pour la Chine qui gâcherait ses relations avec les autres pays de la communauté internationale. Le second point, c'est évidemment la capacité de la Corée du Nord à attaquer ou riposter. Il serait bien prétentieux de dire que nous connaissons l'entièreté de l'arsenal militaire à disposition du régime de Kim Jong-un. Mais, malgré ce manque de connaissances, on peut dire avec certitude que le régime nord-coréen serait balayé en une journée en cas de conflit avec les États-Unis. Cependant, on ne connaît pas l'ampleur des ripostes dont ils sont capables. On est presque sûr qu'aucun de leurs missiles ne peuvent atteindre la côte ouest des États-Unis. Cependant, les pays les plus en danger seraient le Japon et la Corée du Sud. En cas de bombardement sur Séoul, ce seraient des millions de morts et des centaines de milliers de ressortissants américains. Notre troisième point portera sur les réels intérêts des États-Unis dans un conflit avec la Corée du Nord. Ainsi, le régime de Donald Trump serait mis au banc des nations, ce qui causerait un véritable problème dans les relations internationales. Ainsi, la plus grande puissance du monde se retrouverait isolée en cas de guerre. La stratégie de Donald Trump ne serait donc qu'une stratégie de ralliement au drapeau, plus qu'un endiguement volontariste de la dictature. Avant de nous quitter, quelques informations sur la vie de l'école maintenant. Ils s'appellent Marco Cotteux, Émilien Debar et Arthur Ruchon. Ils ont été élus représentants des étudiants au conseil d'administration de l'école. Seule liste à concourir, Nouvelle Donne a donc remporté logiquement la victoire avec plus de 80% des suffrages exprimés. Enfin, le bureau des médias tient à remercier tous les bénévoles de la soirée de jeudi soir qui, grâce à leur présence, fut une belle réussite. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Bisous les mijitos.